Merci beaucoup. Merci aussi pour le respect du temps. Vous avez 5 minutes de dépassement. C'est toujours intéressant de voir à quel point le Royaume-Uni est une référence pour les réflexions en matière de théorie sur la notion même de constitution. Et en t'écoutant, je trouvais aussi, c'est intéressant de voir à quel point Dicey reste une référence incontournable et permanente, même quand c'est pour contester et dépasser ces théories. En tout cas, merci beaucoup. C'est vraiment, il y aurait de quoi discuter tout à l'heure. Alors, Aurélien Antoine nous parlait tout à l'heure de l'évolution contemporaine de la place du juge, puisque c'était aussi l'un des points de ta réflexion. Donc, ça nous permet aussi de faire la transition avec l'intervention de Jordan Arletas, donc, qui est professeur de droit public à l'Université de Montpellier. Puisque le sujet est tout choisi dans la continuité, le Brexit devant les juges britanniques, la Constitution au prétoire. Je te cède la parole également pour 30 minutes. Merci beaucoup Madame la Présidente, merci aux organisateurs de ce colloque et notamment à Mathieu de m'avoir invitée. Je suis très heureuse de venir ici alors avec un certain complexe face à des spécialistes du droit britannique. Je dois, pour m'excuser, Mathieu, tu ne me contrediras pas que nous avons établi le sujet de cette communication, peut-être on ne devrait pas le dire devant des étudiants, avant le rendu du jugement Miller. Donc j'ai composé avec ça, mais de toute façon c'était mon choix. Et depuis, nous ne nous sommes pas consultés et tu verras que dans ma deuxième partie, et la transition est toute trouvée, je reviens sur les propos que tu as eus sans que nous ayons communiqué tous les deux depuis Miller. Tu verras, je ne partage pas ton analyse sur Hart. Je pense que la majorité est bien plus artienne que Lord Reed. Par contre, je partage tout à fait ton jugement critique sur la majorité. Alors, la Constitution dans le prétoire, le jugement Miller... se prête, et là c'est ouf pour le sujet qu'on avait déterminé avant, le rendu du jugement, donc se prête sans difficulté, mais on s'en doutait, à une analyse constitutionnelle, puisqu'il est vrai, tout est constitutionnel dans Miller, et donc le Brexit a donc bien placé la Constitution dans le prétoire, le litige qui a été soumis à la Cour suprême, et Aurélien a très bien resitué le contexte de chacun de ces litiges, qui, celui de la Cour suprême n'est qu'un parmi d'autres, reposait sur tout un ensemble de controverses constitutionnelles. Tout est constitutionnel, la répartition des compétences, des pouvoirs entre le législateur et l'exécutif, la problématique de la définition et du lieu de la souveraineté, l'ambiguïté des fondements juridiques des deux ordres normatifs dont tu viens de parler, que sont l'ordre britannique et l'ordre européen, les enjeux juridiques de la structure territoriale interne dont parlait Thibault ce matin. Pour autant, toute la Constitution britannique n'est bien sûr pas dans Miller, puisqu'on sait qu'au Royaume-Uni, et comme ailleurs, on oublie parfois de le dire en voulant forcément faire du Royaume-Uni quelque chose de spécifique, ça l'est, mais pas sur ce point. Certaines questions constitutionnelles ne sont pas justiciables, et je crois qu'on confond trop souvent ce qui est justiciable, ce qui n'est pas justiciable et ce qui n'est pas juridique. Enfin, personnellement, je fais la différence. La Constitution britannique se construit donc aussi hors des prétoires, et c'est toute la limite de cette communication, bien sûr, qui est loin d'être une communication exhaustive sur la Constitution britannique. J'ai vraiment pris Miller et j'ai envie de dire presque seulement Miller. Les meilleurs observateurs du droit constitutionnel britannique, et Aurélien en fait partie, ont depuis plusieurs années défendu l'idée selon laquelle, je résume et je caricature un peu, le Royaume-Uni aurait substitué à sa constitution politique une constitution désormais largement juridique, certains diraient même normative. La tradition constitutionnelle britannique repose en effet sur la conviction, et c'est peut-être ça le plus intéressant, que la meilleure résolution des conflits, la plus vertueuse, se trouverait dans le jeu des institutions politiques, et donc en ce sens la Constitution devrait être moins l'œuvre du juge, ce qui se demande bien ce que je fais là, que le produit de conflits politiques. Et en fait, il me semble que le Brexit, ça peut être sujet à débat et révélateur non seulement de cette transformation du droit constitutionnel britannique déjà observé, mais aussi du caractère presque daté d'une telle tradition constitutionnelle. Et quand je dis daté, c'est ni une critique, d'abord ce n'est pas une critique, et ensuite c'est loin d'être une critique sur le Royaume-Uni. Le conflit politique sur la question de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne a en effet été doublement tranché
des élections générales ont eu lieu, le peuple s'est directement exprimé par le biais d'un référendum, et donc on a une résolution politique du conflit qui n'a pourtant pas éteint les controverses constitutionnelles, qui expliquent le recours devant le juge, et plus justement, on devrait dire le recours nécessaire au juge. C'est que les transformations du droit britannique, et là c'est la comparatiste qui parle, font écho à la complexification des relations juridiques qui existent en interne, d'évolution, comme sur la scène internationale ou régionale du fait de la construction européenne et de l'Union européenne. Et, me semble-t-il, le recours au juge que connaît le Royaume-Uni, comme d'autres pays, n'est que l'expression contentieuse d'une complexification des ordres juridiques. Et donc la Constitution n'échappe pas à ce mouvement en pénétrant le prétoire. Il reste à se demander ce que le jugement Miller illustre, enseigne, renouvelle, conteste sur cette dynamique propre à une constitution qui est placée dans le prétoire. Parce que, encore une fois, ce n'est pas toute la constitution. Alors, la lecture de Miller soulève de nombreuses réflexions, mais elles sont différentes selon moi, selon qu'on appréhende le jugement avec un regard continental, ou au contraire qu'on le confine au contexte britannique, et ce seront les deux points de vue empruntés dans ces propos. Alors, si on pose, selon moi, un regard continental sur le jugement Miller, on voit une cour telle que, notamment, l'ont décrite Aurélien et Mathieu, une cour suprême très largement tropérienne, on dirait, c'est-à-dire une cour qui crée la Constitution, qui participe à la définition, au travail de définition et de construction d'une Constitution, je vais appeler ça tropérien. Et puis le second point de vue, ce sera mon second point, c'est le regard insulaire, et là ce sera peut-être notre controverse, qui permet d'interpréter Miller selon une lecture artienne, qui est celle de la cour, où là il y a, à mon avis, beaucoup de discussions à avoir. Alors le point de vue continental, ce que j'appelle la cour tropérienne. Alors là, on va retrouver dans ce grand 1 quelque chose qui, alors bien sûr c'est volontairement avec le regard continental, mais quelque chose qui est assez commun au fait d'avoir une constitution dans le prétoire, c'est-à-dire qu'on va retrouver des juges qui d'abord participent à l'élaboration de l'écriture de la Constitution, ça sera le premier angle, et Miller s'inscrit dans une continuité, encore une fois, qu'Aurélien a évoqué tout à l'heure. Et puis, et là c'est plus Mathieu, et puis autre chose qui est caractéristique à une Constitution dans le prétoire et qui est aussi dans Miller, c'est la possibilité pour ce juge d'écarter des dispositions non constitutionnelles qui ne seraient pas compatible, je vais utiliser compatible très modestement, avec des normes constitutionnelles, et donc c'est une formalisation, la création d'une hiérarchie. Alors, d'abord, écrire la Constitution, c'est là la première caractéristique, à mon avis, d'une Constitution dans le prétoire, c'est d'exiger cette phase d'identification. Le juge identifie des règles de nature constitutionnelle. Alors, bien sûr, cette identification est plus aisée dans un environnement juridique qui connaît une Constitution formellement rédigée que dans le contexte, justement, britannique. Mais cette différence, me semble-t-il, demeure ténue et réside essentiellement dans les modalités d'identification. Le juge britannique fait en effet essentiellement immerger des actes juridiques, en l'occurrence des lois, précis qu'il va qualifier d'actes constitutionnels, alors que le juge hors système de common law va identifier moins un acte qu'une norme, c'est-à-dire celle qui est enfermée dans une disposition constitutionnelle, puisqu'il a devant lui une disposition constitutionnelle. Et donc la décision jurisprudentielle britannique labellise, et c'est ce qu'Aurélien évoquait tout à l'heure sur toutes ces jurisprudences qui ont affirmé le caractère constitutionnel de certaines lois. Le juge britannique labellise, alors que la jurisprudence constitutionnelle continentale, on va dire, est plus le fruit, en tout cas se présente comme le fruit d'un travail herméneutique. Et là, Miller s'inscrit dans la continuité de toute cette jurisprudence de labellisation, donc Soburn, HS2, AXA, etc. Alors, bien sûr, cette œuvre de labellisation, elle est intrinsèquement formelle, mais elle est matérielle, puisqu'elle repose sur un certain contenu, comme il en va de toute constitution. Ainsi, tant par l'identification formelle des lois constitutionnelles que par leur désignation substantielle, la Cour suprême écrit, formalise, construit la Constitution britannique. Donc, si le Royaume-Uni n'a pas de Constitution écrite, c'est en réalité parce que cette Constitution est continuellement écrite, ce qu'on peut appeler une Constitution work in progress.
et qui peut être résumé comme le fait la Cour suprême dans l'arrêt Miller, c'est le paragraphe 40. La Constitution, c'est une combinaison de règles, d'événements, de conventions, d'écrits doctrinaux, de jurisprudence. On a là une conception très habermasienne de la Constitution, avec une Constitution qui est le produit d'un espace public. Et dans cet espace public, il y a le juge, et puis il y a bien sûr la tradition, l'histoire, la Chambre des communes, les droits et libertés consacrés par le common law, etc. Une œuvre prétorienne de la Cour suprême qui, là encore, n'est pas, d'un point de vue matériel, spécifique au Royaume-Uni. Aurélien, tu parlais de sédimentation tout à l'heure. Je pense que c'est vraiment, voilà, je reprends ton terme, je te cite volontiers, puisque les cours constitutionnelles continentales font exactement la même chose, puisqu'elles ne font pas de détour elles ne font pas l'économie, d'un détour par l'histoire, une légitimation par la tradition ou une justification sur la base de principes qui sont des principes de nature essentiellement politique, comme le concept de souveraineté. Mais on a, me semble-t-il, dans Miller et dans d'autres jurisprudences, une marque britannique qui serait ce passé, ou je ne sais pas, puisque la doctrine est britannique elle-même partagée, de constitutions principalement politiques, comme celle qui caractérise depuis plusieurs siècles le Royaume-Uni. Et tout le passage dans Miller sur les fondements constitutionnels, c'est assez intéressant de voir que la rhétorique du juge, l'expression du juge, les mots qu'il emploie cherchent toujours un ancrage dans la politique, le pouvoir, la volonté, le consentement. Et ça, c'est une marque qui, à mon avis, est assez britannique par rapport aux autres cours constitutionnels, et sa façon de présenter le principe de dualisme comme étant un principe qui existe pour protéger le Parlement, pour moi, est l'un des exemples de ce résidu de la constitution politique du Royaume-Uni, ou plutôt de la construction politique ancienne de la constitution britannique, puisque ces fameuses règles constitutionnelles écrites par le juge, labellisées par le juge, sont toujours associées à des termes qui renvoient au pouvoir, au consentement, à la volonté. Et donc on a ici l'expression plus d'une constitution organique au sens d'organisation des pouvoirs que normative, on va dire, au sens continental. Mais tout ça, bien sûr, c'est le vocabulaire qui résulte d'une certaine conception de la Constitution, parce que, personnellement, lorsque la Cour suprême dit qu'une loi constitutionnelle ne peut être modifiée par le Parlement britannique avec une expression claire, eh bien, il me semble qu'on n'est pas loin d'une Cour constitutionnelle continentale qui dirait à un législateur qu'il faut passer par une procédure de révision constitutionnelle si il veut adopter la politique ou la norme qu'il souhaite. Donc on est dans la rhétorique qui, à mon avis, est tout à fait comparable. Deuxième caractéristique à cette constitution dans le prétoire qui n'est pas propre au Royaume-Uni et qui n'est pas propre à Miller, mais que l'on retrouve, c'est la volonté, non pas le travail d'écriture de la Constitution, mais la volonté de protéger la Constitution. Alors, si l'écriture de la Constitution est largement l'œuvre de la Cour, cette identification prétorienne, et donc tropérienne des normes constitutionnelles, n'est en fait réalisée qu'à une seule fin, et donc je partage tout à fait l'analyse fonctionnaliste, c'est résoudre des conflits de normes, en fait. Et donc, si la Cour identifie des actes constitutionnels et les différencie d'actes non constitutionnels, c'est pour faire primer les premiers sur les seconds. Ou pour le dire différemment, pour rendre formellement plus contraignant un changement constitutionnel qu'une adaptation législative. Ce n'est donc pas la hiérarchie des normes qui détermine la Constitution, mais la constitutionnalité qui crée cette hiérarchie. Et de fait, toutes les grandes décisions de la Cour suprême qui ont été évoquées tout à l'heure, ou des juridictions qui l'ont précédée, se sont engagées dans un processus d'identification des actes constitutionnels, justement. À quelle fin? À une fin fonctionnaliste qui était de consacrer la suprématie de certaines dispositions sur d'autres. Et là, on retrouve tout à fait des problèmes juridiques auxquels sont soumis les juges constitutionnels continentaux face à des conflits de normes. Donc c'est le cas de Factor Time, de Swinburne, d'HS2 qu'on a évoqué tout à l'heure, et c'est le cas
aussi du jugement Miller, et le jugement Miller est sur ce point particulièrement détaillé et explicite, et c'est tout donc l'objet de ta communication, Mathieu, notamment lorsque elle affirme que le CA a fait bien plus que transposer des traités dans un système, donc encore une fois dualiste, mais qu'elle a fait du droit européen une source du droit britannique qui prime sur le droit interne, y compris la loi. Alors moi, toujours, je suis dans cette partie sur le point de vue continental. Si on porte un regard continental sur ce passage-là de Miller, on peut considérer que le CA fait fonction de ce qu'on appelle les clauses Europe. Voilà, tout à fait, donc des juridictions qu'on fait émerger, des juridictions constitutionnelles européennes, puisque la fonction des clauses Europe, c'est de faire bénéficier au droit européen d'un fondement constitutionnel qui va lui permettre, qui lui reconnaît une autonomie, qui lui reconnaît l'effet direct, et en même temps qui consacre sa primauté sur le droit interne contraire. Donc ces clauses Europe ne sont d'ailleurs pas une spécificité des pays à système moniste, puisque l'Italie, pays dualiste comme le Royaume-Uni, a aussi consacré une clause Europe afin de conférer un fondement constitutionnel au droit européen. C'est exactement ce que tu disais, c'est-à-dire le juge cherche, et le juge britannique, comme les autres juges constitutionnels européens, cherche à fonder le droit européen sur du droit constitutionnel. Alors, donc, sur tous ces aspects-là, la Cour est assez normativiste. Et elle va l'être parce qu'elle a un problème de résolution de conflits de normes. Mais paradoxalement, d'une certaine façon, je trouve que la Cour suprême dans Miller est presque encore plus normativiste, formelle que les autres cours constitutionnelles. Alors je m'explique, et puis bon, j'ai une idée, mais elle vaut ce qu'elle vaut. Alors bien sûr, c'est ce que Aurélien évoquait tout à l'heure, Miller s'inscrit dans un contexte politique différent. Et il me semble qu'il y a une différence déjà entre Miller et Factor Time. Dans Factor Time, le juge explique la primauté du droit européen, justifie la primauté du droit européen, le juge britannique, sur le fait que lorsque le CA est adopté en 1972, la primauté existait déjà en droit européen, et donc le Parlement britannique, en adoptant cet acte d'adhésion, cette traduction d'acte d'adhésion en 1972, savait très bien qu'il y avait la primauté, qu'il y avait l'effet direct, et donc il y a consentement. Donc là, on est sur ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire ce résidu de politique. Dans Miller, et donc je n'y reviens pas, tu l'as dit, ce retour à 72, à ce que pouvait savoir, accepter, ce retour à la volonté du Parlement a totalement disparu. Et là, par contre, on a vraiment, me semble-t-il, et là, je pense que je suis totalement à rebours de ce qu'on pourrait dire, il y a pour moi un normativisme, un formalisme dans Miller, pas dans la jurisprudence britannique, qui va beaucoup plus loin que dans les cours constitutionnels continentales, et qui s'explique par le contexte. Si on prend les clauses Europe des constitutions européennes, France 88-1, la République participe à l'UE. Article 11 de la Constitution italienne, l'Italie consent aux limitations de souveraineté, là, elle cite nécessaire à un ordre qui assure la paix et la justice entre les nations. Article 23 de la loi fondamentale allemande, pour l'édification d'une Europe unie, la République fédérale concourt au développement de l'Union européenne. À chaque fois, dans ces clauses Europe, on retrouve un retour au projet politique de l'Union européenne, un ancrage, c'est-à-dire l'Europe, c'est d'abord et avant tout une volonté, un projet, une construction. Et c'est quelque chose qu'on retrouve finalement dans Factor Time, mais qui disparaît dans Miller. Et je pense que dans Miller, la Cour suprême fait preuve, à mon sens, dans son raisonnement, d'une partie de surnormativisme ou surformalisme, parce que justement, on est dans un contexte où on ne cherche pas à dialoguer avec les juges, européens notamment, dans ces fameuses fonctions de clause Europe, mais on est dans un cadre de divorce. Et le contentieux que connaît actuellement l'Italie avec l'Union européenne est assez remarquable, parce que la Cour constitutionnelle italienne, dans une opposition très nette et vraiment explicitement affirmée, dit à la Cour de justice de l'Union européenne, et c'est l'affaire Tarico, attention, on a dit qu'on allait s'unir, que c'était la diversité, qu'il y avait un pluralisme, en même temps on avait un projet commun, etc. etc. Et donc c'est ce retour aux politiques qui est très présent de la part des cours constitutionnelles continentales quand on est dans l'Europe et qu'on veut convaincre Bruxelles, ou Luxembourg plus justement, et qui disparaît dans Miller parce que, selon moi, bon voilà, la Cour suprême, son problème, c'est pas de discuter
avec la CJUE. Sans transition, j'en viens au point de vue insulaire et donc cette question d'une cour artienne. Alors, il me semble que la théorie artienne, d'abord, elle est incontournable parce qu'elle est dans l'arrêt Miller. Donc, il me semble que, voilà. En même temps, comme tu l'as dit, elle fait débat, puisque c'est Hart qui est au cœur de la controverse, peut-être pas au cœur, mais en tout cas, ça en fait partie de la controverse entre la majorité et le juge Reed, mais en même temps, elle permet, selon moi, beaucoup plus que le regard continental, de dévoiler ce que la Cour pourrait cacher sans être dans une théorie complotiste, je m'entends. Alors, comprendre. Hart nous permet de comprendre certains passages de la Cour qui ne sont pas du tout accessibles à un regard qui serait purement continental, on va dire. Alors, au paragraphe 60 et suivant du jugement Miller, la Cour suprême s'engage dans cette démonstration donc, relative au statut de l'UCA de 72. On sait que cette raison d'être de la loi de 72, c'est justement le système dualiste britannique qui fait que l'adhésion à l'Europe nécessitait une transposition des traités européens et c'est la raison d'être de cette loi. Et justement, donc, dans les paragraphes 60 et suivants de l'arrêt Miller, du jugement Miller, la Cour suprême va déclarer que cette loi de 72 n'est pas une simple loi de transposition et qu'elle fait bien plus, puisqu'elle confère par ailleurs au droit européen la qualité de source du droit britannique. Et c'est là où la démonstration de la majorité de la Cour diffère de celle de Lord Reed sur le raisonnement et qui est un raisonnement, j'ai envie de dire, strictement constitutionnel. Tous s'accordent à dire que la loi de 72 n'a pas de précédent. C'est une nouveauté, c'est une originalité sans précédent. Alors, dans l'article de Marc Elliott qu'évoquait tout à l'heure Aurélien, Marc Elliott a très bien résumé, donc je reprends le raisonnement de la majorité de la Cour sur cette question, ça tient en 4 propositions. La première proposition, c'est l'idée que la règle de reconnaissance n'aurait pas changé lorsque le Royaume-Uni est entré dans l'Union européenne, et notamment avec l'adoption de la loi de 72. Deuxième proposition, le droit européen est du droit interne au Royaume-Uni en raison de la loi de 72. Alors sans loi 72, il n'y a pas de droit interne. Troisième proposition, mais, et c'est là où arrive Hart, la proposition 2 est insuffisamment réaliste, c'est-à-dire celle qui consiste à dire que le droit européen et du droit du fait de la loi 72. Pour la majorité, cette proposition-là est insuffisamment réaliste. Et c'est ce réalisme qui nous renvoie vers Hart. Donc, 4, il faut en conclure, puisque ce n'est pas réaliste, que le droit européen est une source directe et indépendante de droit interne, quand bien même cette source indépendante et directe de droit interne n'existe qu'en raison de la loi de 72. Alors, l'idée de la règle de reconnaissance qui n'aurait pas changé, elle est explicitement tranchée par la Cour, et c'est là où on a évidemment une référence à Hart. En affirmant que la loi de 72, c'est-à-dire l'adhésion d'une certaine façon, on peut le dire en termes plus politiques, l'adhésion du Royaume-Uni n'a pas modifié la règle de reconnaissance, le jugement Miller se réfère à la règle ultime de reconnaissance d'un système juridique tel que théorisé par Hart, et qui consiste, je résume, à identifier la source suprême du droit. La règle fondamentale est définie par la Cour dans l'arrêt Miller, et il s'agit de la règle fondamentale au regard de laquelle toutes les autres règles sont valides. Bon, alors, pour faire simple, dans le système britannique, la règle ultime de reconnaissance pourrait être postulée ainsi: ce que la reine et le Parlement édictent conjointement constitue du droit. Et donc, en fait, la règle ultime de reconnaissance, le principe de souveraineté du Parlement, je résume. Alors, puisque la loi de 72 peut être abrogée, donc c'est le fameux implied repeal, peut être abrogée souverainement par le Parlement. Le Parlement peut abroger la loi de 72. Donc, pour la majorité, la règle de reconnaissance n'est pas altérée par l'adhésion du Royaume-Uni à l'Union européenne. À ce stade du raisonnement, on peut penser donc avec le juge minoritaire, Lord Reed, que si, et c'est ce qu'il défend, si la règle de reconnaissance n'a pas été modifiée par l'intégration européenne, c'est-à-dire si le Parlement est toujours souverain alors que le Royaume-Uni est membre de l'UE, c'est que le droit européen est une source du droit britannique en raison d'une norme qui, elle, est reconnue par la norme de reconnaissance. En clair, le droit européen est du droit britannique en raison de la loi de 72. Alors, ce raisonnement que tu sembles valider dans tes propos est
est largement normativiste, puisqu'il raisonne exclusivement sur des normes avec un raisonnement déductif. La loi de reconnaissance, souveraineté du Parlement, reconnaît la loi de 72, puisque c'est la loi du Parlement, et la loi 72 reconnaît elle-même le droit européen. Et c'est justement ce raisonnement normativiste que rejette la Cour avec cette idée. Ce n'est tout simplement pas réaliste. Et c'est là où on retrouve Hart, qui justement... alors c'est en ça où je ne suis pas tout à fait d'accord, puisqu'il me semble que le raisonnement de la majorité est beaucoup plus hartien que Reed, puisque justement Hart a pu démontrer qu'il n'y avait pas de... contrairement à Kelsen, qu'il n'y avait pas de relation de déduction de norme à norme, et donc effectivement une même règle ultime de reconnaissance dans la souveraineté du Parlement pouvait à la fois reconnaître une norme et à la fois être la source d'un droit qui vient de l'extérieur. Mais j'en viens à dévoiler, parce que le temps passe, et je voudrais finir sur ce qui me semble plus intéressant chez Hart, c'est de pouvoir critiquer le jugement de Miller, critiquer au sens non pas négatif. L'intérêt, il me semble, de la théorie d'Hart, et je la reprends tout simplement parce qu'elle est dans Miller, c'est pour ça que je fais référence à lui, c'est d'apporter, alors bien sûr ça peut être critiqué, mais c'est d'apporter un élément sociologique à l'analyse du droit, et on pourrait prendre la posture d'un observateur et de porter sur le jugement Miller un regard externe, puisque Hart disait que la règle ultime de reconnaissance ne se démontre pas. Elle se constate sociologiquement par l'observation sur les acteurs qui s'entendent pour reconnaître que telle ou telle disposition est du droit. Alors, 3 remarques en prenant justement cette posture d'observateur extérieur sur le jugement Miller, et donc là je sors du raisonnement de la majorité. La première, c'est que là encore, je partage avec Marc Eliot sa critique sur l'usage d'un point de vue substantiel du principe de la souveraineté du Parlement dans Miller. Lorsque Marc Eliot fait remarquer, et je trouve ça assez pertinent, mais ça peut être sujet bien sûr à discussion, que le principe de souveraineté parlementaire n'est pertinent que pour nous permettre de savoir que la prérogative royale ne peut pas violer une loi du Parlement. Mais elle ne permet pas de résoudre Miller. Parce qu'on ne sait toujours pas si, en déclenchant l'article 50, on va violer une loi du Parlement. Puisque le retrait n'est pas prévu dans la loi de 72, on ne sait pas quelle va être l'issue des négociations, etc. etc. Donc la première chose, c'est que la Cour dit la règle ultime de reconnaissance n'a pas changé, c'est-à-dire le principe de souveraineté du Parlement n'a pas changé, et elle-même utilise ce principe pour résoudre un litige qui, et là je partage les observations de Marc Eliot, qui, à mon avis, n'est pas résolu par le principe simple de souveraineté du Parlement. Deuxième remarque, encore une fois, la Cour dit la règle de reconnaissance n'est pas altérée, elle n'a pas été modifiée par l'adhésion du Royaume-Uni à l'Union européenne, donc la souveraineté du Parlement n'est pas altérée, mais encore une fois, si on utilise Hart et on fait rentrer la sociologie dans cette analyse, eh bien si on regarde un peu le débat sur le Brexit, et qu'il s'agisse des tenants du Women comme du Brexit, l'idée, je caricature bien sûr, c'était de considérer que du fait de l'Union européenne, le Parlement britannique n'était plus souverain. Donc on se demande jusqu'à quel point ce que dit la Cour correspond au comportement des acteurs, ou disons à l'idéologie des acteurs à l'égard de ce même principe de souveraineté parlementaire, et jusqu'à quel point le principe de la souveraineté du Parlement, si sacralisé par la Cour suprême, d'un point de vue rhétorique, dans cet arrêt, continue à être sociologiquement adhérent, j'ai envie de dire. Et puis le troisième point, c'est que quand même, avec toute la jurisprudence qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire cette jurisprudence sur les lois constitutionnelles et les lois non constitutionnelles, eh bien, ce qu'on oublie de dire, il me semble, c'est qu'en fait, elle a créé 2 corps, la Cour suprême. Elle a créé le Parlement constituant et le Parlement législateur. Et le Parlement constituant, c'est pas le même que le Parlement législateur. C'est le même physiquement, mais c'est pas le même parce que déjà le Parlement constitutionnel, constituant,
il doit s'exprimer de manière claire pour pouvoir contredire ses prédécesseurs, alors qu'on n'a pas besoin de cela pour le Parlement législateur. Donc, lorsque à chaque fois dans Miller, elle parle de changement majeur de la Constitution, attention, là, c'est même pas n'importe quelle disposition constitutionnelle, c'est un changement majeur de la Constitution. À chaque fois, elle renvoie au Parlement constituant. Donc, elle-même a modifié la règle ultime de reconnaissance, où le souverain n'est plus tant le Parlement dit Parlement législateur, mais le Parlement constituant. Voilà, c'était juste une façon de prendre au sérieux l'usage de Hart par la Cour suprême pour nous dire ce qu'on sait déjà. C'est que non seulement la Constitution, c'est l'œuvre du juge, y compris sans juge formellement constitutionnel comme on peut le connaître avec les cours constitutionnelles continentales, mais que cette œuvre construite par le juge n'est qu'une partie de la Constitution qui est toujours indéfinie, en tout cas que la Constitution dont nous parle le juge n'est pas toujours la Constitution qui est vraiment celle du pays. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vraiment. On voit aussi, je pense ici d'un point de vue juridique, à quel point, comme vous l'avez dit tous les trois, le Brexit s'inscrit dans un contexte exceptionnel qui conduit aussi à reposer des questions classiques sous un angle nouveau et exceptionnel. Et je pense que à ce niveau-là, la réflexion ne fait que commencer.